Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. Nous allons parler de la situation politique, de ce qui se passe à gauche, de ce qui se passe du côté des macronistes, de ce qui ne se passe pas du côté du Rassemblement national. Et puis nous allons aborder évidemment la question des législatives. S'agit-il d'un troisième tour avec un parfum de revanche, comme le dit Jean-Luc Mélenchon? S'agit-il d'une confirmation de ce qui s'est passé au présidentiel? Pour en parler, Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour, maîtrise. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'université Paris-Saclay et vous êtes créatrice et responsable du site Electionscope qui fait des prévisions scientifiques sur les... Cofondatrice. Voilà, cofondatrice, absolument. Et vous aviez prévu d'ailleurs, je le rappelle, au mois de janvier, que Emmanuel Macron serait réélu avec 58,6% des voix, ce qui était exactement le score. Bravo. Merci. Raphaël Matin-Duvigneau, bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin, à l'UVSQ, et membre aussi des surligneurs. Et il y a d'ailleurs une intervention toute récente du fondateur des surligneurs sur l'Europe qui est très intéressante. Absolument, oui. On peut y renvoyer. Sur la désobéissance européenne, oui. Absolument. Jean-Charles Lajoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur. Toujours, un éditeur heureux. On vient d'avoir un prix pour un livre. Donc, ouais. Très bien. Donc on est ravis. Nicolas Dandry, bonjour. Vous êtes journaliste à TV78. Et puis, on accueille Sébastien Ramage, bonjour, et félicitations, parce que vous êtes le candidat NUPES, ou NUPES, je sais pas comment Nouvelle Union populaire écologique et sociale, dans la première circonscription des Yvelines, c'est-à-dire celle qui... C'est Versailles, c'est Montigny, Guyancourt, hein, en gros. C'est ça. Donc on va parler de cette situation. On va commencer évidemment par parler de ce qui se passe à gauche. Est-ce que c'est le retour de l'union de la gauche? C'est vrai qu'on enregistre cette émission, c'est le 10 mai. C'est l'anniversaire de la victoire de François Mitterrand. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est le nouveau François Mitterrand? Je vais commencer par vous. Alors, je ne ferai pas des comparaisons hasardeuses parce que chaque période de l'histoire est différente. Il y a eu l'union de la gauche, il y a eu la gauche plurielle. Aujourd'hui, il y a la nouvelle union populaire. Ce qui va peut-être différencier notre union populaire, c'est la radicalité du programme et sa pertinence pour répondre aux problèmes concrets des Français. Ce n'est pas une coalition simplement de partis de gauche, c'est une coalition autour d'un programme et avec un débouché, Mélenchon Premier ministre, à la fin des élections. Donc c'est quelque chose d'extrêmement mobilisateur pour un électorat de gauche qui nous a déjà envoyé un message à la présidentielle, qui voulait que nous soyons à la fois unis, mais surtout que nous le faisions autour de bases programmatiques qui changent le quotidien. Et ce qui change par rapport à ce qui s'était passé en 2017, où finalement, on avait reproché d'ailleurs à Jean-Luc Mélenchon de ne pas profiter de son bon score, il a fait pratiquement 20% au premier tour des présidentielles, et il aurait pu se retrouver au fond, j'allais dire au centre de la gauche, mais enfin, comme leader de la gauche, il n'avait pas saisi cette occasion-là. Là, il le fait. Alors, je ne sais pas si on peut reprocher à la personne qui a fait le plus grand score et qui a rassemblé le plus d'électeurs et d'électrices d'être la personne qui rassemble le moins. Le fait est qu'aujourd'hui, on a fait la démonstration que voilà, il y avait une appétence dans le peuple de gauche, mais au-delà de ça, chez les abstentionnistes pour notre programme. Maintenant, c'est autour de ces bases-là que toute la réorganisation de notre camp se fait. Donc, en avant. Voilà. Vous agrégez les abstentionnistes directement. Eh bien, si vous regardez les sondages d'opinion, par exemple, nous sommes passés de 17% dans les sondages la veille de l'élection du premier tour à 22% dans les urnes. C'est bien que... Donc c'est plus des abstentionnistes. C'est bien que quelque part, il y a des gens qui n'étaient pas certains d'aller voter et qui ont fini par aller voter pour nous. Ou qui ont fait un vote utile, ou qui voulaient voter Hidalgo ou Vert, et qui ont pensé, vu les sondages, influencés par le sondage, que le vote utile, c'était le vote Mélenchon. Il y a peut-être ça aussi. Comme moi, comme vous, les électeurs et électrices sont des personnes rationnelles qui sont capables à la fois de mettre en corrélation d'un côté les idées et de l'autre côté la stratégie pour faire avancer ces idées. En tant que politique, on est obligé de proposer des stratégies victorieuses
et des programmes qui répondent aux aspirations. C'est le croisement des deux qui fait qu'on a aujourd'hui la NUPES, donc la nouvelle Union populaire. Voilà. Juste une question par rapport à cette union et son origine. Nous, on a interrogé des personnes avant le premier tour, des électeurs peut-être de gauche, qui justement ne souhaitaient pas voter pour un candidat de gauche, mais plutôt s'abstenir ou voter blanc, parce qu'il n'y avait pas d'union. Donc ma question elle est simple, est-ce que l'origine c'est le fait qu'il y ait eu des critiques sur le fait qu'il n'y ait pas eu un candidat unique de la gauche à la présidentielle? Et la deuxième question aussi, c'est comment ça s'est fait au niveau local, parce que dans les Yvelines, comment vous échangez entre les différents mouvements de gauche dans le département? Alors, je pense que les personnes qui vous ont tenu ce discours-là, au final, sont sans doute allées voter. Sinon, le score de Jean-Luc Mélenchon ne serait pas à la hauteur qu'il est. Pour rappel, nous sommes à 400 000 voix du second tour, alors qu'on nous attendait une défaite historique de la gauche, voire sa disparition pour les années à venir. Là, on est parvenu à refaire des scores comparables à ce que notre camp a pu faire dans ces 60 dernières années. Il faut peut-être quand même aussi vous méfier d'une chose, c'est que là, vous êtes tous très enthousiastes, et tant mieux pour vous. Il faut cet enthousiasme. Mais on se rappelle du score des écologistes au municipal. C'était merveilleux, c'était le nouveau grand parti, ils allaient tout balayer, etc. Et puis, quand on change d'élection, on s'aperçoit que le vote soi-disant super écolo, etc., ils font moins de 4%. C'est quand même le facteur principal. Le taux de participation n'est pas le même à une élection présidentielle. Vous parlez de quel taux de participation? Des élections présidentielles qui est bien plus représentative, je pense, de l'état de l'opinion que ne peuvent être des scrutins intermédiaires locaux où il y a un taux d'abstention qui est abyssal. Notamment les municipales, en plus de la crise du Covid. Ou des législatives avec l'élection comme député de M. Mélenchon à Marseille, avec 66% d'abstention. Mais c'est bien le problème. Oui, mais on va voir justement quelle va être l'abstention. Quand on écoute Sébastien Ramage, donc NUPES, LFI, c'est formidable parce que vous reprenez ce discours comme quoi c'est Jean-Luc Mélenchon qui a gagné la présidentielle. Quand même, ça, c'est très fort de sa part, je trouve. Oui, sur le plan, d'ailleurs, vous parlez de stratégie. Il y a vraiment une stratégie qui est pour l'heure assez efficace, puisque ça a buzzé sur les médias. On a parlé de Jean-Luc Mélenchon plus que de n'importe quel autre. D'ailleurs, certains stratèges, notamment à En Marche, enfin je ne devrais plus dire En Marche, je devrais dire Renaissance ou Ensemble, considèrent que finalement vous faites la campagne pour eux, parce que, et on pourrait presque être d'accord avec vous, je provoque, je vais être très provocatrice, mais ce qu'on pourrait dire, si je regarde l'union, il y a toujours un problème avec les unions. Si on fait un parallèle avec l'économie, les cartels conduisent toujours à des dissidences, les cartels conduisent toujours à ce que des freeriders sortent parce qu'ils voient l'intérêt particulier plus important que l'intérêt général. Et ça, c'est une possibilité qui est ouverte. Chacun se dit, mais j'ai intérêt, dès qu'il y a un avantage à sortir de l'union, que l'un le pense, il sort, mais ce faisant, il fait capoter l'union. Et c'est ce qu'on commence à voir, les fissures que l'on voit actuellement. Parce qu'il y a certains cas quand même où, visiblement, et on en parlera peut-être, la 15e circonscription à Paris pose problème. Et quand on entend Lionel Jospin, qui soutient l'union tout en soutenant une candidate qui n'est pas investie, on voit bien qu'il y a des intérêts, que l'intérêt individuel le dispute à l'intérêt général. Et donc, les risques de dissidence sont avérés. Après, il faudra voir les conditions de la dissidence, parce que le financement des candidats dissidents peut être finalement un problème, mais cette union, elle est faite autour de Jean-Luc Mélenchon, mais pas autour du centre, puisqu'il y a quand même une forme de radicalité, et peut-être que ce côté décentré de l'union, qui se fait autour de Jean-Luc Mélenchon, va poser problème à certains électeurs. Et je ne me permettrai pas de parler à la place des électeurs, mais je dis quand même que si on observe le passé, la condition d'accès au second tour étant de 12,5% des inscrits, ce qui pour un taux de 52% d'abstention, 48% de participation, comme à peu près en moyenne la dernière fois, il faut avoir 26% des exprimés. Ce qui est beaucoup. 26% des exprimés. Donc là, ça posera un problème. Mais voilà, je m'interroge sur les conditions de l'union qui pourraient peut-être être une incitation à l'abstention d'un électeur qui va considérer que finalement, effectivement, vous êtes réunis, vous appelez au vote utile pour maximiser les voix, mais là encore, l'électeur va peut-être comprendre votre stratégie. Vous avez raison, il est de moins en moins myope. Il va voir que l'objectif, c'est pour le candidat d'arriver à gagner l'élection, on ne peut pas lui reprocher. Mais après se pose la question du programme. Et la communauté de programme, pour ne pas dire le programme commun, parce que ça peut faire référence à des éléments qui, voilà. Il y a une référence au programme commun, il y a aussi des références au Front populaire, donc on ne sait pas
trop où se placent les choses. Là, l'électeur va être perdu, ne saura pas exactement pourquoi il va voter, ne sera peut-être pas en accord avec ce programme, et il va se poser la question de savoir est-ce que je vote pour finalement des convictions qui sont un second choix, ou est-ce que mon choix n'étant pas respecté, eh bien, je vais m'abstenir. Donc l'abstention est la vraie clé, mais aussi le vrai sujet de cette élection. Raphaël, c'est vrai qu'il peut y avoir il y a un appel forcément à gauche dans une situation où la gauche était plutôt dans une sorte de marasme et où Jean-Luc Mélenchon a retourné les choses et retourné les choses en sa faveur. Il peut y avoir en effet un élan en se disant on n'est pas fichu totalement. C'est la force de Jean-Luc Mélenchon, qui est charismatique, qui est, je vais employer le mot, qui est grande gueule, et qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Et finalement, je pense que la force de Jean-Luc Mélenchon et la force de la France insoumise, c'est justement de faire converger, c'est ce qu'on avait dit une fois précédente, faire converger certaines colères, une colère, une défiance, une frustration aussi de la part des électeurs et des citoyens. Et je pense qu'il arrive à faire converger ces éléments. Maintenant, est-ce que le vote Mélenchon est un vote d'adhésion ? Je n'en suis pas certain. Je ne suis pas spécialiste de l'opinion politique, je ne suis pas spécialiste de sciences politiques, mais je ne suis pas certain, encore une fois, que le vote Mélenchon soit un vote au présidentiel, au programme. Il y a une partie qui est un vote d'adhésion, une partie forcément qui est un vote utile, comme on dit. Absolument. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est la rapidité avec laquelle le PS et le PC, les écologistes se sont regroupés derrière Jean-Luc Mélenchon. Et alors, vous parliez d'un programme de travail, mais ça a quand même été fait, cette coalition a été faite en quelques jours. Et donc, contrairement à ce qui a pu se passer avant, avec un vrai travail en amont de préparation d'un véritable programme de gouvernement. Et là, j'ai quand même l'impression que le PS et les communistes, d'une certaine manière, ont trouvé, si vous voulez, refuge chez la France insoumise pour des questions, alors on en parlera peut-être après, pour des questions, on va dire, de circonscription électoraliste. Oui, mais on le voit déjà, vous avez raison absolument, sur le programme, sur le fond, il y a déjà des divergences. Et donc finalement, les électeurs traditionnels communistes ou socialistes, voire écologistes, ne se retrouveront peut-être pas dans le programme qui a été, je provoque aussi, fortement imposé par Jean-Luc Mélenchon. Et donc il y aura peut-être une... Les électeurs aussi, qui l'ont mis à 22%. Oui, c'est lui qui fait, il fait quand même 10 fois plus que Hidalgo. On est d'accord. mais les électeurs socialistes ne se retrouvent peut-être pas dans Jean-Luc Mélenchon. On va parler du programme, mais il y a une question qui est intéressante au fond. Si vous faisiez allusion au programme de la gauche, à l'union de la gauche et au programme commun, et si on reprend des mesures, il y a le programme commun, il y avait baisse de l'âge de la retraite, il y avait blocage des prix, il y avait ce qu'on retrouve, enfin 3 ou 4 mesures qu'on retrouve dans le programme aujourd'hui. Et ça a été 81, et puis il y a eu le tournant de 83, et la conversion de la gauche à une technique de gouvernement, à devenir un parti gouvernemental, un parti de pouvoir. C'est cette conversion d'ailleurs de la gauche à ça qui explique probablement la défaite du Parti socialiste. Mais il y a 2 possibilités. Est-ce que c'est la gauche socialiste, les écolos qui se convertissent à la gauche de Mélenchon, qui est une gauche radicale, ou est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui se convertit à une culture de gouvernement ? Ou qui revient aux fondamentaux de notre camp. Je pense qu'on est à ces grands moments de l'histoire où les droits des Français et des Françaises vont faire des bonds en avant considérables parce qu'ils auront mis à la tête des programmes de rupture, tout simplement. Donc nous, on s'inscrit là-dedans. Vous parliez du tournant de la rigueur. Je pense que ce qui différencie aussi ce qu'on a créé aujourd'hui, c'est le rapport au mouvement social et aux luttes syndicales. Vous retrouvez dans l'Union populaire l'ensemble de ces combats-là. Et je voulais réagir à ce que vous disiez. Je partage parfaitement l'analyse intérêt général, intérêt particulier quand il s'agit des dissidents du Parti socialiste. Je pense, notamment, majoritairement eux, je pense que cette période est aussi une clarification d'un certain nombre de compromissions, voire de trahisons qui ont été faites par la gauche dite, c'est plus le cas, on le voit aujourd'hui avec leur score de gouvernement, que ce soit François Hollande, que ce soit un certain nombre de Bernard Cazeneuve, d'éléphants. Ceux qui le prennent mal, les éléphants du PS. Bon, si vous regardez un peu ce que dit Olivier Faure aujourd'hui, l'adhésion du Parti socialiste à cette union populaire, elle est aussi programmatique.
Et c'est une remise en question d'un certain nombre de renoncements que la gauche social-démocrate a pu faire ces dernières années. Donc la convergence, je vous en lis quelques-unes, c'est 60 ans la retraite. Voilà. Est-ce que vous êtes alors que la gauche socialiste avait allongé la durée du temps de travail. Enfin, oui, mais ce qui va à rebours de notre combat historique. Je veux dire, la sécurité sociale, c'est une création de la gauche. Sur la retraite à 60 ans, parce que tout le monde dit la retraite à 60 ans, c'est un slogan formidable, mais vous dites il faut 40 ans d'annuité de travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à travailler à 25 ans, il prendra sa retraite à 65 ans. J'ai bien compris. Alors, il y a un calcul proportionnel qui se fait en fonction du nombre d'années. Ce qui est important, c'est de travailler, de cotiser. Ce qui est important, c'est de retirer la décote. Parce que quand vous dites retraite à 65 ans, si vous partez avant, vous avez une décote qui vous fait une double peine. Parce qu'à la fois, vous n'avez pas le nombre d'années de cotisation suffisante. 60 ans, à plein taux, ça ne concerne que les gens qui auront commencé à travailler à 20 ans. Il y a un autre élément, c'est que c'est une première étape. Effectivement, nous sommes sur retraite à 60 ans, c'est le discours public. Mais vous vous doutez bien qu'avec ce qu'on tient comme ligne et avec la manière dont nous allons gérer le pays, évidemment, la perspective de revenir à 37 ans et demi, c'est une perspective même pas de long terme, de moyen terme que nous nous fixons. Mais pour l'instant, retraite à 60 ans, 37 ans et demi d'annuité, c'est ça. Voilà, c'est l'objectif. Comme c'était le cas auparavant. Mais là, actuellement, ce qui est dans notre programme, et ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, c'est 60 ans, 41 nuitées. Donc pas de recul, mais surtout une avancée par rapport à ce qui a été fait ces 10 dernières années. Véronique ? Oui, et sur les traités européens, par contre, je note que d'emblée, Olivier Faure a obtenu quelques aménagements, puisque l'expression... Alors, il y avait trois dossiers qui pouvaient fâcher. Il y avait la retraite, en effet, la retraite, ils ont accepté. Et puis, il y a en effet la désobéissance sur les traités européens que prône LFI et les aménagements que demandent les socialistes. En gros, c'est ça. Voilà, et on voit qu'il y a quand même eu quelques éléments... on imagine difficilement que les choses pourront être actées et que les électeurs vont donner à blanc-seing ce programme. Alors, je sais pas, c'est peut-être un jugement de valeur, pourriez-vous dire, mais on voit bien qu'il y a des tensions. De tous les côtés, on entend Carole Delga, on entend aussi François Hollande, on ne sait pas si... alors, ce qu'il pense, on le sait à peu près, on ne sait pas s'il va se présenter ou pas. Il a encore 10 jours pour le dire, mais on sent bien que des anciens frondeurs socialistes, comme Bernard Cazeneuve par exemple, sont vent debout, ont envie de lancer quelque chose. Donc vous ne faites pas non plus l'unanimité. Cette union de toutes les gauches n'est pas réalisée. Il me semble que envisager la probabilité d'une cohabitation et de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ça semble quand même hautement difficile et hautement improbable. Ça, c'est un slogan. Mais alors, là où la question, c'est de savoir qui dominera l'opposition, au fond. Est-ce que ça sera le Rassemblement national ou la gauche? Voilà, il me semble que, juste pour terminer, il me semble qu'il y a une chose qu'on ne voit pas ici, et la droite est très silencieuse, alors qu'elle pourrait très bien jouer le pivot dans cette élection. Parce que finalement, tout le monde essaye de s'unir, les unions posent problème. Alors, il y a la droite nationale qui n'arrive pas à s'unir, mais je parle de la droite, je dirais, républicaine, si on peut l'appeler ainsi, de LR. Pour LR, il y a peut-être la possibilité de jouer un peu ce parti charnière à l'image du Parti libéral en Allemagne. C'est-à-dire que c'est la force d'appoint dont aura besoin peut-être la majorité présidentielle. Si elle ne parvient pas à cette majorité, LR pourrait être une force d'appoint. Et ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus, je dirais, en cohérence avec l'idéologie. Je ne parle pas d'avis, bien évidemment, mais ça pourrait être plus en cohérence avec les rencontres et les convergences idéologiques que finalement ce que vous essayez de proposer, dont on imagine... alors pour l'instant, vous pouvez vous fonder sur des sondages, mais il n'y a que 2 sondages qui donnent finalement à pratiquement égale répartition, presque un tiers à chaque grand mouvement. Alors la droite est mise avec le centre, LR est mis avec le centre, mais on place LFI en premier. Voilà, ce qu'il faudrait quand même rappeler, c'est ce que vous avez l'air d'oublier, c'est que Mélenchon est arrivé 3e. Il n'est pas arrivé 2e. Mais c'est là qu'il est très fort. C'est là qu'il est très fort. Il faut arrêter un petit peu. Non, mais il faut de temps en temps remettre mais c'est comme l'idée de 3e tour. Si les gens s'étaient plantés pendant 2 tours et qu'ils avaient un 3e tour pour réfléchir. Mais c'est un slogan formidable. Et puis ce refus de la démocratie en disant le président Macron aurait été mal élu. Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise élection? Ça se comprend pas. Il y a les territoires. Il y a nombre de députés qui sont élus dans les territoires. Je voulais dire par là, juste sur le principe, je veux dire d'être là à dire on a quasiment gagné l'élection. Non, vous êtes arrivé 3e. Voilà, 3e, c'est pas second. La démocratie est ainsi faite que 3e, c'est rien. Et si vous additionnez les différents candidats de gauche,
C'est ça peut-être que vous dites finalement, c'est vous additionnez. Additionnons les différents candidats de droite à ce moment-là. Je veux dire, non, mais si vous faites ces calculs, si vous additionnez les carreaux, les poireaux, ok, on peut faire peut-être une soupe probablement indigeste, mais ça n'a donc selon vous, Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle alors? Absolument pas. Absolument pas. Non, mais parce que si on additionne, si vous dites qu'on additionne... C'est vous qui parlez d'additionner des choses qui ne sont en aucun cas additionnables. Voilà, c'est tout. 23 et 7, 30, 34, 34. Non, ça marche pas votre truc. Et pour en revenir à ce que vous disiez, je souhaite, enfin pour la démocratie, il serait très bien que les sociodémocrates de gauche relèvent le nez et sortent de ce gloubi-boulga idéologique que Hollande, pour qui, pourtant j'ai pas une passion, mais que Hollande, Cazeneuve, Le Foll, enfin tous ces gens-là se bougent un peu, Carole Delga, etc. Il y a un espace pour eux, un espace intellectuel. Et qui sont des gens qui ont parfois, comme Carole Delga, des territoires. Enfin, mais bien sûr, bien sûr. Donc il ne faut pas oublier ça. On peut peut-être voir un tweet du président du PRG qui s'appelle Guillaume Lacroix. Pas très connu, Guillaume Lacroix, mais enfin voilà. Mais ça dit bien les dissensions qu'il peut y avoir à gauche. Et alors il dit donc maintenant, pour être crédible sur un projet social de gauche, il faut être pro-Burkini, pro-Bouaf, on va raconter qui c'est, pro-Rousseau, pro-Caron. Eh bien tant pis, je préfère rester crédible sur le projet républicain, seul projet social qui puisse véritablement changer la vie durablement. C'est mon nouveau gourou. Alors, pro-Burkini, il faut, ça fait référence à ce qui se passe à Grenoble, chez Éric Piolle, hein, qui permet l'ouverture des piscines aux femmes en burkini. Ça vous gêne, ça, ou vous soutenez ça? Écoutez, c'est la loi. Moi, j'ai pas vocation sur ce plateau à refaire la loi de la République. Mais elle autorise la loi. On voit bien que ça fait des dissensions parfois, ou parfois pas. Hein. Oui, parce que je pense qu'il y a une grosse partie de l'opinion publique qui est des médias qui sont absolument arc-boutés sur les questions liées à l'islam. On voit bien qu'il y a des objectifs politiques derrière, de la part notamment d'un camp qui s'appelle l'extrême droite, et même la droite de M. Macron qui en a besoin, qui font monter ces sujets-là. Manifestants en criant Allah Akbar à côté de gens qui crient Allah Akbar dans les manifestations, c'est vrai que là, c'est un engagement vis-à-vis de l'islam qui est assez couru. Deuxièmement, vous parlez de la loi. Il y a une loi qui gère les tenues dans les piscines? Non, la loi l'autorise. C'est non, juste ça. Il n'y a pas de loi. On n'a pas le droit dans une piscine d'y aller avec un boxeur, normalement, parce que ce n'est pas considéré comme quelque chose de propre. Bon, alors renseignez-vous, ce sont des maillots de bain. Donc les maillots de bain sont autorisés dans les piscines. Donc la quantité de tissu, et puis non, mais ne parlez pas de loi. La loi ne fixe pas la quantité de tissu dans une piscine, c'est factuel, monsieur. Eh ben, il n'y a pas de loi. C'est la laïcité. Il n'y a pas de loi sur les piscines. Non, il n'y a pas de loi. Justement, parce que l'État ne régit pas la religion, ne détermine pas ce qui est juste et ce qui est pas. On va pas aborder le fond du burkini, mais ça fait partie de ce que disait Véronique Jérôme, c'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir des dissensions. Il y a, évidemment, vous faites un accord, donc chacun vient de chez lui. Hein, vous n'êtes pas forcément tous d'accord sur les mêmes critères. Alors, il y a la candidature de Bouaf, Bouaf qui devait se présenter à Vénissieux, qui finalement renonce. Oui. Alors, ce qui se passe autour de la candidature de M. Bouaf, je pense que cela doit sérieusement interroger à la fois notre démocratie, l'état dans lequel elle se trouve, et notre système médiatique. M. Bouaf n'a pas eu le droit à la réponse une seule fois. Pas un seul média l'a invité. C'est-à-dire que tout le monde débat de lui, mais jamais avec lui. Et il fait appel, donc pour l'instant, il est... Et deuxième élément, c'est justement celui-ci. On met en épingle, au final, une petite affaire, mais il n'y a pas que ça. Derrière M. Bouaf, on lui ressort tous ses tweets, on lui ressort la moindre prise de position publique. Je ne connais pas de personnalité publique à qui on accorde ce même traitement. Demain, sur ce plateau ou sur d'autres plateaux, il y a des fascistes qui vont tranquillement se balader et dire qu'il y a un grand remplacement en France, dire qu'il faudrait laisser les gens mourir en Méditerranée, qu'il faudrait des traitements différenciés dans la sécurité sociale en fonction de la nationalité. Le Front National, l'extrême droite zémouriste dans ce pays, eux se baladent tranquillement sur les plateaux, sur M. Bouaf, disent des choses racistes tout au long de la journée. On n'essaye pas de... Attendez, mais encore une fois, remettons les choses à leur place. M. Bouaf n'a jamais eu accès
à un seul plateau télé national Est-ce pour que- se défendre. Mais alors que l'extrême droite parade sur l'ensemble des plateaux, ils ont même une chaîne. Est-ce que qui vous pouvez s'appelle juste CNews. répondre à la question quels sont les tweets de Bouaf et qu'est-ce qu'on reproche à Bouaf? Parce que vous êtes là en train d'attaquer l'extrême droite, très bien, mais est-ce qu'on peut parler de Bouaf? Alors, M. Bouaf est un militant antiraciste. Et je pense qu'aussi, on doit s'interroger sur une société qui met sur le même niveau des gens qui ont subi le racisme toute leur vie, parce que c'est le cas de M. Bouaf, et qui se battent contre les discriminations dont lui et un certain autre nombre de gens subissent. On met sur le même niveau Bouaf et des militants d'extrême droite donc qui on sont, ne saura pas ce qu'on reproche à Bouaf, nationalistes, alors. qui sont suprémacistes blancs pour certains et qui paradent tranquillement sur les plateaux télé. Donc oui, il y a un problème avec notre système démocratique. Quels sont les propos? Est-ce qu'on peut reciter ces propos, les propos de Bouaf? Non, mais on ne va pas puisse faire comprendre. une émission sur Bouaf. Simplement, non, c'est sur le symbole, c'est important parce qu'on peut le considérer de deux façons. Soit lui donner une investiture était une sorte de provocation, soit c'était de montrer que des gens des quartiers peuvent aussi accéder à une fonction politique. Je pense que c'est la deuxième. Pourquoi ça serait une provocation? Non, mais ça a été... regardez ce que dit on Guillaume disait Lacroix, ce par matin, exemple. Bouaf ne sera pas candidat. Oui. Il dit qu'il tant renonce pis, à lui-même. nul n'est irremplaçable. Pour le coup, si, M. Bouaf, il est irremplaçable. Citez-moi un seul jeune de quartier de 25 ans qui a une visibilité nationale en politique. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population qui avait comme porte-parole les propos et ce que disait M. Bouaf, qui aujourd'hui se retrouve sans représentant. Moi, je trouve triste Condamné quand même en première instance. pour injure, ça va. Je trouve triste. Vous avez qui? Est-ce qu'on peut savoir ou pas? Je trouve triste que notre Assemblée nationale n'ait pas un seul ouvrier d'une usine dans ses rangs, qu'il n'y ait pas un seul jeune issu des quartiers populaires. Peut-être qu'il serait temps qu'on remette en cause qui sont nos représentants et la représentativité de nos institutions. On essaye, avec la nouvelle Union populaire, de changer ça. Il y a eu aussi la fausse rumeur sur un décès lors des manifestations à Tolbiac. Écoutez, moi je ne vais pas réagir au moindre... Je veux dire, il y a M. Jadot qui a dit sur un plateau télé que Zemmour était un juif de service. Est-ce qu'on est en train de débattre de ça aujourd'hui ? Oui, alors, il faut dire que et c'est un propos qui est inacceptable. avait Il y a traité aucun une souci là-dessus, policière arabe qui défendait les policiers d'arabe de service. Hein, c'était ça ce qu'on lui reprochait. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, M. Bouaf, il est arabe aussi. Hein. Oui, donc, mais d'origine maghrébine, on dit. Mais voilà, donc le traiter lui de raciste, je pense qu'il y a je précise, c'était pour éclairer les gens sur ce qui mais de la s'était même passé. manière Voilà, que c'est une référence évidente. Je veux dire, on est tous cultivés ici. Monsieur Malcolm X qui parlait des Noirs de chambre dans les champs de coton. Je veux dire, il y a une référence évidente. Et ça, ce sont des propos qui... dans le mouvement antiraciste se comprennent en fait. Ce sont des comparaisons historiques qui sont rationnelles, qui sont basées sur l'histoire des discriminations dans les pays européens et aux États-Unis. Donc, mais vous comprendrez que pour des gens qui défendent la gauche plus traditionnelle, qui défendent la laïcité, ça peut, comme Lacroix ou comme des gens qui viennent du Parti socialiste, ça peut poser des problèmes. C'est une des questions, je veux dire, ce que soulignait Véronique Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette alliance, il y a quand même une domination de LFI sur les autres partis, et comme vous dites, et après tout, Mélenchon a fait beaucoup plus que les autres, mais qui peut en effet poser un certain nombre de problèmes à des gens de l'écologie ou du PS. Après, la question, c'est est-ce que tout s'est fait au niveau national ou est-ce que, justement, je reviens à la question que je vous posais au début, est-ce qu'au niveau local, comment ça s'est passé au niveau local? Est-ce qu'il y a eu des débats? Est-ce qu'il y a des désaccords de fond sur des sujets qui peuvent être locaux? Parce qu'il faut rappeler que les législatives, certes, c'est un scrutin national, mais ça se passe dans les territoires. Donc est-ce que, finalement, comment ça s'est passé dans les Yvelines? Alors, vous vous doutez bien que en 2 semaines de négociations, régler le cas de 577, je crois, circonscriptions, ça n'a pas permis beaucoup d'allers-retours locaux. Il y a des déceptions, évidemment. Il y a des gens qui ont dû renoncer à leur candidature dans l'ensemble de nos partis. Ici, au niveau local, on a eu
dernière fois hier soir une discussion sur comment mener campagne ensemble. On est sur une bannière, une étiquette commune. Maintenant, c'est ça l'objectif. Moi, en tout cas, je m'engage à défendre avec la même force et la même vigueur ma candidature ou celle du Parti socialiste sur la 7e circonscription des Yvelines, celle de Génération sur la 8e circonscription des Yvelines, parce que nous nous sommes mis d'accord sur un programme. Monsieur Lacroix, vous affichiez son tweet tout à l'heure. Ce qui le sépare de la gauche, je pense que c'est les questions fondamentales de la gauche en vérité. Est-ce qu'on est pour ou contre la répartition des richesses dans notre pays? Est-ce qu'on est pour ou contre le financement à hauteur des besoins de nos services publics? Est-ce qu'on est pour ou contre les réformes institutionnelles qu'il faut faire et la planification écologique? Le nucléaire, par exemple, il y a débat. Le nucléaire n'est pas abordé. Il n'est pas abordé dans l'accord. Donc, c'est quand même un certain nombre de grandes questions ont été tranchées. Le nucléaire, notre position, elle est connue. Si nous arrivons aux affaires, nous proposerons un référendum sur la question du nucléaire et nous défendrons la sortie du nucléaire. Ce qui nous différencie du Parti communiste français. Voilà, point. Mais on a été capable de se mettre d'accord sur l'essentiel. En évacuant les sujets qui fâchent. Non, parce que c'est pas tant que c'est un sujet qui fâche. Parce qu'avec le Parti communiste français, nous partageons quand même une chose en commun sur la question du nucléaire. C'est le retour d'un acteur unique, c'est-à-dire l'EDF, l'État, dans la distribution, la vente de l'électricité en France. Un grand service public de l'énergie. Et ça, c'est quand même, le débat, c'est plus sur du nucléaire ou pas de nucléaire. Je pense que le nucléaire, il est bien plus en sécurité. Ce qui paraissait séparer Mélenchon de Roussel. Le nucléaire est bien plus en sécurité en France avec un pôle public de l'énergie et des fonctionnaires qui travaillent à son entretien qu'avec des boîtes d'intérim qui nettoient des réacteurs nucléaires avec des gens qui travaillent. Donc Mélenchon n'est plus contre le nucléaire, si je comprends bien. Il est juste pour que ce soit bien géré. Je viens de vous dire la position. Nous défendrons un référendum avec la position de la sortie du nucléaire. Mais ça, c'est du structurel, ça. Parce que vous annoncez remettre dans le service public des éléments essentiels comme l'énergie. Tout le monde peut être d'accord en considérant que c'est à l'État de gérer les ressources rares. Tout le monde n'est pas d'accord. On peut imaginer que du point de vue d'une économie publique, c'est à l'État de gérer les ressources comme l'énergie pour en imaginer la meilleure affectation possible. Sauf que ça ne se fait pas à très court terme. Si vous voulez changer les modes de répartition, à court terme, ça va être impossible. Et de surcroît, je voulais quand même vous interroger sur une chose, c'est, vous parlez des candidatures, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de contre-exemple? Enfin, quand Élisez-moi Premier ministre, mais je ne me présente pas. Quoi. Alors moi, j'ai cru comprendre que c'était pour des questions de transport que Paris... c'est peut-être Paris, aussi parce que la circonscription n'est pas gagnée. Mais... Voilà, on ne comprend pas bien. Un âge aussi. Il est trop vieux pour être candidat, mais pas pour être Premier ministre. Vous ne sentez pas visé, monsieur. Il n'y a pas d'élément rationnel S'il est trop vieux pour être député, il est trop vieux pour être éventuellement Premier ministre. Mettez-vous un temps à la place de l'électeur. C'est-à-dire que l'électeur, il a envie de croire, mais celui qui lui fait passer le message, il doit l'accompagner, il doit s'engager, il doit être crédible. La seule élection qu'il a fait ces dernières années, c'est dans son village avec à peu près 500 électeurs. Ah non, mais qui a eu dans l'histoire de la Ve République, comme Pompidou, des gens qui n'étaient pas élus, ça, il y en a toujours eu. Là, il fait sa campagne sur élisez-moi, Premier ministre. Parce qu'il vient de recueillir 7 millions et donc, et demi de voix. Élisez-moi, mais je ne me présente pas, en gros. Je pense qu'il l'a acquis, c'est la légitimité. Comme retraite à 60 ans, tout de suite pour tout le monde, mais lui, il a 70 ans, donc... on ne va pas commenter son âge, c'était une boutade, mais... Peut-être un mot sur ce qui se passe dans les Yvelines. Donc, dans cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, il y aura 8, sur les 12 circonscriptions, 8 candidats LFI, 3 générations écologie ou génération, c'est-à-dire le parti qui était dérivé du PS, et un socialiste. On voit la carte d'ailleurs s'afficher des Yvelines par circonscription et les partis. C'est ça. Il y a des circonscriptions, en effet, où, alors on peut relever, où Jean-Luc Mélenchon a fait des très bons scores. Dans la 8e, notamment, il fait 54% à Mantes-la-Jolie, 43% à Mantes-la-Ville, mais avec un RN qui est fort, et Macron est à 18%, 43% à Limay, Macron est à moins de 19%. Et si on prend, j'ai même les résultats par circonscription, par exemple, si on prend, c'était la 8e dans la circonscription 8, donc l'ensemble des villes de la Circo, eh bien Jean-Luc Mélenchon est à 37,9%, Emmanuel Macron est à 21,32% au coude à coude avec Marine Le Pen à 20,57%. Et on retrouve plusieurs circonscriptions dans ce cas de figure où Jean-Luc Mélenchon... Il y a la 11e aussi, où il y a la Verrières, il y a Trappes, Trappes 60,6%,
département. Et à l'échelle de la circonscription, il est à 33,05% contre 28,76% pour Emmanuel Macron. C'est ça, il est devant. Et la 7e, où il y a Chanteloup-les-Vignes, où Nadia Hay, la ministre de la Ville, va se présenter. À Chanteloup, il fait 50,7%. À Melun, il arrive en tête aussi. Et à l'échelle de la circonscription, eh bien, en fait, c'est Emmanuel Macron qui arrive néanmoins en tête à 32,04%, alors que Jean-Luc Mélenchon est à 24,77%. Marine Le Pen arrive en 3e position à 15,93%. Et la 7e, qui est la circonscription classique du PS, c'était celle de Michel Rocard à Conflans-Sainte-Honorine. Vous espérez des victoires dans ce département Dans le département ? Ouais. Et vous aussi, dans la première. Bon, globalement, peut-être que vous pourrez commenter cela. Globalement, au niveau national, les projections sont très bonnes. Et nous fixons comme objectif, et nous disons aux électeurs et électrices, qu'il y a une vraie possibilité de gagner. Vous avez été déçus par le score du premier tour de l'élection présidentielle et par ce duel mortifère. Pourquoi voulez-vous que les gens soient déçus ? C'est ça qui est formidable dans votre... moi, je suis déçu. Pourquoi les gens se seraient plantés ? Non, mais d'accord. Comme d'autres. Hein. A priori, des gens qui ont voté pour nous, ils ne sont pas très contents du résultat du second tour. Non. A priori, l'énorme taux d'abstention au second tour traduit aussi une certaine déception. Moi, par exemple, je le dis sur ce plateau, j'ai voté Emmanuel Macron au second tour parce que j'étais déterminé à faire barrage aux idées de Marine Le Pen. Bon, c'est pas parce que je suis d'accord. C'est pas parce que je suis d'accord avec son projet. Et il y a une certaine mauvaise foi dans ce que vous disiez tout à l'heure, quand même, Monsieur Joigny. Je veux dire, on ne remet pas en cause le fait que Macron est président. On remet en cause le fait qu'il n'a pas une légitimité sur le plan des idées dans son élection suffisante pour mener à bout toutes ces politiques. Ça, c'était parce que vous prenez en compte les abstentionnistes, mais les abstentionnistes, c'est comme les absents, ils ont toujours tort. Non, mais il faut prendre en compte ce qui fait une élection, c'est les votants. C'est pas tout ce que je dis. Je dis quand on dit les mal élus, c'est parce qu'on dit la réalité politique derrière son élection. Voilà. Il a appelé à faire barrage, et nous, un certain nombre de citoyens, dont moi, on fait barrage. Mais ça ne veut pas dire qu'on signe un chèque en blanc pour 5 ans et qu'il pourra mener la politique qu'il veut. Il l'a dit dès son discours de vainqueur. Hein. Mais il n'a pas non plus infléchi son programme. Non, il dit, je sais que parmi ceux qui ont voté pour moi, il y a ceux qui adhèrent et ceux qui ont voté contre. Nos projections de score, il y a aussi beaucoup vous nous confirmerez peut-être, beaucoup d'électeurs de Emmanuel Macron qui, aujourd'hui, parce que la gauche s'est rassemblée, vont vouloir reporter leur voix sur nous. Donc je pense que cette élection, c'est de dire sortons de l'impasse, extrême marché, extrême droite, et faisons un vrai barrage à la politique antisociale de M. Macron. Ce qui peut aller dans votre sens aussi, c'est le fait que, d'après un sondage, il y a une majorité de Français qui veulent qu'il y ait une cohabitation, une opposition. Voilà, non, mais là, on est dans un... Alors, il y a des tons politiques. Il y a aussi des tons politiques. C'est vrai que ce ton politique-là, il était occupé, et très bien, par Jean-Luc Mélenchon et la gauche. Il va y avoir maintenant un ton politique... plus macroniste avec la nomination d'un Premier ministre d'un gouvernement. Il va y avoir ensuite un temps plus RN lorsqu'elle aura appuyé dans l'eau toutes les têtes des Zemmouriens et des autres, puisque visiblement elle ne veut pas d'accord, mais elle veut écraser les autres. C'est vrai que les choses peuvent changer d'ici le mois de juin aussi, par rapport à l'appréciation des Français, non ? Je voulais répondre à la question que vous me posiez des questions. Alors, le modèle pour les législatives est en train de tourner. J'ai pas encore vraiment de résultats ni de projections. Alors, je suis d'accord avec vous. Je remets pas en cause les sondages. On est bien d'accord. Tout le monde les utilise. Mais je dis que sur ce point-là particulier, il y a 2 sondages uniquement sur les législatives pour l'instant. Donc ça me suffit pas. Quand on utilise les sondages, nous on fait la moyenne des sondages et on a une vision, je dirais, avec moins de biais que quand on sort un sondage de son contexte. Et ce ne sont pas des sondages par circonscription en plus. C'est des sondages un peu généraux, donc ils ne peuvent pas dire grand-chose. Le problème en France. Et l'autre chose qui m'a un peu surprise quand même, c'est cette réflexion de Clémentine Autain, je crois, qui a dit finalement, si on ne gagne pas, on gagnera dans la rue, si on ne gagne pas les législatives. Et on sent bien qu'il y a cette idée-là d'une revanche, et je crois que le curseur n'est pas mis sur la victoire électorale, le curseur, vous le mettez plutôt sur une revanche, et la victoire, on l'aura dans la rue. Donc ça, c'est un message qui est envoyé assez fort aux électeurs, dire que
vous allez rassembler les abstentionnistes. Personne n'est propriétaire des électeurs, personne n'est propriétaire des votes. L'abstention, c'est l'élément le plus compliqué à analyser parce qu'il y a dedans tellement de motivation à s'abstenir que finalement, on ne peut pas dresser un idéal type de l'abstentionniste. Et puis, je crois aussi... Oui. Je peux vous poser une question, mais on pourrait même ajouter... Enfin, à chaque fois, les gens revendiquent les abstentionnistes pour les partis, mais au fond, les abstentionnistes se répartissent assez également entre voilà, les... souvent, la gauche a dit que l'abstention faisait je il y a souvent une abstention. C'est vrai que là où il est fort, je veux dire, vous avez très bien joué, c'est que généralement, les gens qui sont battus au présidentiel, leurs électeurs s'abstiennent aux législatives. Et là, il y a une volonté de faire monter la colère et de mobiliser, au fond, des électeurs. Pardon, je vous ai interrompu, excusez-moi. Oui, mais bon, voilà, j'ai un peu perdu le fil. Non, pardon. Mais en fait... Non, parler de l'abstention, oui, qui est parle difficile, de l'abstention, et qui sera le moteur de cette élection. Voilà, et qui sera la clé, finalement, qui sera la clé d'élection qui emportera pour beaucoup, parce qu'on le rappelle, plus de 50% d'abstention à une élection, ça signifie quand même qu'il y a plus d'un électeur sur deux qui ne se déplace pas, qui ne vous écoute pas, je dis vous, politique, de tous les côtés. Donc je pense qu'il faudrait peut-être songer, avant de songer à la stratégie, certes pour vous l'idée c'est d'abord de gagner les élections, mais l'électeur ce qu'il veut c'est qu'on tienne les promesses d'un programme et qu'on applique le programme. Et les intentions ne suffisent pas en politique, il faut des réalisations et... ça il faut être au pouvoir. Voilà, mais il y aura beaucoup de sortants, parce que là on ne parle pas du pouvoir national, on parle d'élections législatives par circonscription. Ouais. Donc vous allez forcément avoir des sortants parmi vos électeurs. Ici, par exemple, il y a 11 sortants LREM, LREM ou Alliés. Il y a des sortants. Et 10 et 2 LR. Hein. Et les sortants, ils ont un bilan. Ils ont un bilan qu'ils pourront mettre en avant ou un passif, comme dire certains. Et voilà. Mais sur ceux qui sont reconduits, sur ceux qui se présentent à nouveau, il y a des éléments que les électeurs pourront apprécier. Mais je pense qu'il faut garder l'électeur au centre du débat et penser à ce que l'électeur va imaginer lorsqu'il va mettre son bulletin de vote dans l'urne. Et quelle image vous lui envoyez, quel projet vous lui envoyez. Quand on voit ces dissensions, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est pas assez clair pour l'électeur. Et vous avez raison de dire que tout ne se représente pas. Dans votre circonscription, Didier Bécher, qui est le député sortant, n'est plus candidat. Il est remplacé par Charles Rodwell. Parce qu'il n'a pas fait grand-chose pendant 5 ans. Ah, soit dit au passage, c'est la motivation chez LREM. Je vais vous libérer parce que je crois que vous avez quelque chose. Oui, c'est gentil, merci. Vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est bon. Allez voter. On va parler, attendez une seconde, on va parler de la droite, de ce qui se passe à droite. Et justement, je voudrais que vous écoutiez ce que répondait le président du conseil départemental, qui préside aussi aux destinées de LR dans le département, Pierre Bédier, à la question que vous lui aviez posée. Est-ce qu'il y aura des candidats LR sans alliance avec les macronistes dans les circonscriptions? Merci beaucoup, Sébastien Raval. Merci. Parce que c'est ce que nous demande notre formation politique, LR, pour être tout à fait transparent avec les Yvelinois qui nous regardent. Je n'étais pas sur cette ligne politique. Moi, je pense que ça n'est pas absurde. Ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la majorité yvelinoise. Je trouve que dans les grandes difficultés que connaît la France, ça n'est pas absurde de travailler avec le président réélu. Je dois dire que le fait qu'il évoque le soir du premier tour un grand parti unique a été, avec tout le respect qu'on doit au président de la République, mais là en l'espèce il s'exprimait en candidat, une très grande maladresse, parce que ça a donné un sentiment de caporalisme qui correspond à aucun moment au tempérament national. Mais moi je pense qu'on a à faire des choses ensemble. Alors on va les faire différemment, puisque la ligne qui a été choisie est donc celle d'une opposition, mais ce sera, en tout cas pour ce qu'on veut nous dans les Yvelines, une opposition constructive. L'idée, ça n'est pas de s'opposer pour s'opposer, on n'est pas des mélenchonistes ou des lepénistes. Nous, on veut s'opposer à un amendant pour améliorer les réformes nécessaires pour que la France aille mieux. Voilà, c'est intéressant parce que c'est donc le président du conseil départemental, le président de la LR dans les Yvelines, et il dit moi j'aurais été plutôt pour une alliance avec les macronistes. Et pour recontextualiser cette question que je vais poser, juste avant on parlait de l'avenir des Républicains et notamment du fait que dans le département, Pierre Bédier dirige une majorité composée à la fois d'élus MoDem, Horizon, LR.
Donc une sorte d'alliance qui pourrait peut-être être l'avenir des Républicains. Et effectivement, Pierre Bédier n'est pas contre de travailler avec Emmanuel Macron. Il n'est pas sur la ligne de Jean-François Copé. Jean-François Copé est plus sur un projet de gouvernement et une alliance de gouvernement avec Emmanuel Macron. Lui, il est un peu plus sur on peut s'opposer, mais avoir une opposition constructive. Alors visiblement, ce qui est intéressant quand on regarde la liste des candidats, c'est que finalement, les macronistes, enfin ensemble, n'ont pas été beaucoup puisés chez ces LR Macron compatibles. Hein. Il y a très peu de cas où ils soutiennent des candidats LR sortants. Est-ce qu'ils n'ont pas raté une possibilité de prendre encore un peu, d'affaiblir la droite républicaine? C'est peut-être dans l'autre sens que ça n'a pas marché, parce que je crois que Nicolas Sarkozy a quand même essayé de faire en sorte qu'il y ait ces vases communicants. Visiblement, les candidats, enfin les LR, hésitent à franchir le pas. L'idée est quand même de considérer qu'il y a une implantation territoriale qui est assez forte. Il y a la menace de Christian Jacob de mettre un LR en face d'un LR dissident, entre guillemets, ou un LR constructif, ou un LR qui passerait sous étiquette Renaissance, ou sous étiquette Ensemble, sauf qu'on sent bien aussi en face que, enfin j'ai lu, je crois que c'est dans le Figaro, dans le JDD, un article où un sous-titre indiquait « Macron n'a plus besoin de la droite ». Donc on a quand même cette impression que finalement le péril vient peut-être plus de la gauche pour Emmanuel Macron que de la droite, de cette union de la gauche qui lui pose quand même une obligation de réponse. Voilà. Et il y a très peu, il y a 2 candidats qui sont partis, mais je crois que Guillaume Larrivé, en dépit de son mouvement qui quitte LR et qui va vers Ensemble, a un candidat En Marche, enfin Ensemble devant lui, en face de lui. Donc voilà, on a 2 cas où finalement le débauchage, l'abandon de son camp peut se faire, mais ça ne signifie pas que l'accueil soit complètement à bras ouverts. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut se un peu refermé sur la sortante, c'est Constance Le Grip, qui siège dans la région aussi avec dans les Hauts-de-Seine. Et puis il y a des points d'interrogation, il y a quelques cas avec des points d'interrogation. Raphaël, alors, c'est difficile, on ne va pas faire des prévisions comme ça, mais c'est vrai que beaucoup annoncent quand même une nouvelle Bérésina pour la droite républicaine aux législatives. Vous disiez que ça pourrait faire peut-être un parti d'appoint. Ça va être au fond ça le sujet. Oui, absolument. Je suis d'accord avec Véronique, et ce qui est intéressant de voir, c'est si finalement, en termes de prévision, est-ce que le résultat de LR sera celui du PS d'il y a 5 ans ? Parce qu'il fait que le PS a fortement chuté, et là on voit avec le résultat de Valérie Pécresse au présidentiel, on peut penser qu'effectivement le Parti des Républicains est en perte de vitesse. Maintenant, là encore, je ne suis pas devin, mais ce qu'on dit tous depuis le début, c'est que c'est une élection nationale, mais avec un enjeu local. Et ils tiennent, et finalement, ils sont assez présents dans les territoires. Et les électeurs sont, je pense, très attachés à leurs députés, au fait que les députés viennent dans les circonscriptions, travaillent avec eux, et au final, même si au niveau national, le parti a fortement chuté, on peut peut-être, LR peut espérer quand même conserver un socle assez important du fait de cette implantation locale. Au fond, la recomposition, elle attendra l'après-législative. Je pense que c'est une fois que tout sera soldé que les choses se feront, je pense, non ? Ce que dit Raphaël est tout à fait juste, et c'est probablement ce qui manque au Parti socialiste, c'est d'avoir eu un peu de courage et de refuser cette alliance de la carpe et du lapin, et parce qu'effectivement, localement, ils sont très bien installés encore, et ils avaient beaucoup de circonscriptions probablement sauvables, et que là, ils ont abandonné pour c'est vrai que quand on regarde les Yvelines, quand même, un seul candidat PS, c'est quand même, pour le parti qui est quand même dominé la Ve République, à la gauche dans la Ve République pendant toute l'existence de la Ve République. Je crois que Le Foll et Hidalgo resteront comme le sinistre duo qui aura définitivement coulé et éteint. Le Fort, pardon, Olivier Faure. Ah oui, Olivier Faure, pardon, Olivier Faure. Le Foll, au contraire, lui, il est libre. Non, pardon, excusez-moi. Olivier Faure et Anne Hidalgo seront les 2 fossoyeurs du Parti socialiste. Enfin, puis il y a des bonnes rillettes au Mans. Non, mais Le Foll, il est très, très brillant. Enfin, Nicolas,
vraiment une carte à jouer. Pour compléter vos propos, on le voit dans les Yvelines, notamment par rapport aux candidats à LR. Je ne sais pas s'ils vont peut-être s'afficher, les Républicains, pour ces législatives. On voit qu'il y a quand même énormément de personnalités locales, des élus locaux, des Olivier conseillers Delaferre, départementaux, des maires. Alexandre Dublanche, Pascal Thévenot, qui est le maire Alexandra de Vélizy. Dublanche, conseillère régionale. Alexandra Dublanche. Beaucoup de conseillers départementaux avec une implantation locale Michel Vialet qui est sortant, assez importante. Philippe Benassaïa qui est sortant. Ça peut être déterminant, notamment parce que, avec cette vision, est-ce que cette élection nationale est une élection locale, et avec des figures locales, finalement, qui sont reconnues sur le territoire, parce qu'ils sont souvent sur le territoire pour défendre des politiques publiques départementales, des politiques publiques municipales, et donc ils sont connus des électeurs. Est-ce que ça ne va pas être déterminant dans les prochains résultats? En 2017, on a eu une vague En Marche qui était légitimiste, et puis il y avait l'effet nouveauté, c'était des nouvelles personnes, mais c'est Emmanuel Macron qui leur avait donné le relais pour l'emporter. Là, cette année, il y a un bilan à défendre, c'est des députés sortants. Est-ce qu'il va y avoir ce phénomène-là? Regardez la liste des candidats macronistes. Il y a quand même des sortants qui sont connus maintenant. 10 sortants, et il y a Carl Olive, maire de Poissy, candidat dans la 12e. Qui siège au conseil départemental et qui a une vice-présidence. Qui est vice-président du conseil départemental détenu par LR. Donc, et le fait qu'on n'ait plus de député-maire nuit un peu à cette image du député, parce que ça renforce encore son ancrage local. C'est un des problèmes des maires, d'ailleurs, de savoir est-ce qu'ils abandonnent leur mairie. Et en plus, pour le maire, c'est un arbitrage compliqué. Et l'un des enjeux, oui, je vous en prie. L'un des enjeux du résultat de 2 juin sera pour aussi 2023, puisque en 2023, on aura aussi le 3e tiers des élections sénatoriales. Et donc, les députés seront les grands électeurs des sénateurs. Donc là aussi, ça aura un impact important pour la deuxième assemblée. Et l'un des enjeux, justement, de ce quinquennat, des enjeux politiques, c'est de savoir si le parti présidentiel va pouvoir s'implanter un peu dans les territoires, ce qu'il n'a pas réussi à faire, ni dans les mairies, ni dans les conseils départementaux, ni dans les conseils régionaux. Il est resté un parti national. C'est très intéressant, d'ailleurs, parce qu'on a des partis nationaux qui marchent au plan national, le RN, les macronistes, et qui sont très peu implantés au niveau local, qui restent au PS, à LR. C'est intéressant quand même. Après, alors, est-ce que c'est un phénomène d'abstention? Est-ce que c'est une queue de comète? Je ne sais pas, de rassemblement. Je voudrais poser quand même une dernière question sur le réflexe légitimiste qui a toujours joué jusqu'ici. Est-ce que vous pensez qu'il peut être moins fort lors d'une réélection de président que lors d'une élection, déjà? Vous parlez donc, on revient sur les présidentielles. Légitimiste sur les législatives, c'est-à-dire généralement, jusqu'ici, les Français ont toujours donné une majorité au président qu'ils venaient d'élire. Alors, est-ce qu'ils vont faire ce calcul? Déjà, c'est un peu compliqué, me semble-t-il. Est-ce qu'ils vont se laisser attraper dans les mailles de la colère de LFI, enfin de la nouvelle union populaire, écologiste et sociale? Certains ont parfois tendance à dire socialiste, mais non, là, le S, c'est pas pour socialiste, c'est bien clair. Mais les électeurs, je pense que la crise est encore prégnante, que la crise, je dirais, alors la guerre en Ukraine, la crise économique, on nous prévoit une inflation qui va atteindre les 5%, une croissance qui ne sera pas au rendez-vous. Donc, même si l'économiste que vous êtes parle de stagflation. Alors voilà, ce que j'allais dire, la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde à sa tête nous dit non, ça n'a rien à voir avec la stagflation, ça n'a rien à voir avec les années 70, sauf que la croissance ralentit, l'inflation augmente. On peut imaginer que s'il y a de moins en moins de croissance, on ne pourra pas retenir le chômage encore trop longtemps, sauf à avoir une dépense publique qui va soutenir l'activité. Donc, et si on soutient l'activité par la dépense publique, on s'engage dans une dette qui sera déjà au-delà des 113% du PIB, et en plus, avec les taux d'intérêt qui remontent. Voilà. Oui, donc le chiffrage, je crois que c'est l'IFRAP qui a chiffré cela en disant si les taux d'intérêt passent à 4%, c'est la folie, c'est 80 milliards supplémentaires. Donc on a une situation économique qui s'annonce sous les pires auspices. Je pense qu'on ne peut pas imaginer pire. Les Français le constatent bien. Ils commencent à faire des réserves. Enfin, j'entendais ce matin à la radio, les Français achètent, mais c'est dans une peur panique. Donc les craintes, et là on fait beaucoup agir sur les craintes. Donc les craintes qui sont annoncées peuvent avoir à nouveau joué de cet effet Rally around the flag, tous derrière le chef, derrière le drapeau qui est signifié par le chef. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut peut-être jouer. Maintenant, les cohabitations, voilà, on a vu des cohabitations que l'on a pu voir, elles ont servi des causes de façon un peu, je dirais, un peu aléatoire.
cohabitation, enfin la première cohabitation n'a pas servi Chirac et qui non, et puis c'est bonne une cohabitation qui arrive après 5 ans de pouvoir d'une majorité. Voilà, c'est pas une... et ce qui est vrai, et ce qui est peut-être, il y a un phénomène de science politique assez intéressant. Au fond, on a un pays qui est assez vieillissant, un électorat assez vieillissant. C'est pas forcément un électorat qui se dit tiens, je vais prendre des risques à la législative après avoir voté au présidentiel. donc le réflexe légitimiste peut jouer aussi. Et cet électorat vote Emmanuel Macron en grande majorité. Voilà. Il y a quand même une chose, pour revenir à votre question, il y a une chose qui est étonnante, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a décalé les élections législatives, ce qui est assez aberrant, parce que ça rejoint ce que vous dites. Est-ce qu'il y aura un effet tout de suite après la présidentielle? Normalement, les élections législatives sont beaucoup plus proches de l'élection présidentielle que là. Là, il a reculé de 15 jours ou 3 semaines. Ce qui est dans une... On sait bien qu'il n'y a plus d'état de grâce, mais là, ça rallonge le temps de façon assez bizarre. Ça, c'est une première chose. Je ne sais pas, peut-être vous avez une explication sur cette idée du rallongement qui a surpris tout le monde, du délai. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on gagne ou on perd éventuellement une élection législative aussi avec un Premier ministre qui est censé emmener une majorité. Et là, il va y en avoir un bientôt. Ben là, on ne sait pas. Emmanuel Macron joue à Masked Singer, il est là, je le connais, mais je ne vous le dirai pas. Qui est dans le costume du Premier ministre? On verra, je vous donne des indices. Enfin, c'est ridicule. Je reparle de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des temps politiques. C'est-à-dire que là, on a eu un temps politique très occupé par la gauche et par Mélenchon. Marine Le Pen, pour l'instant, elle est totalement absente. Elle va revenir. Ça va aussi changer un peu la donne. C'est-à-dire que là, on entend que Mélenchon, mais on va plus entendre que lui. Et il va y avoir maintenant le temps du nouveau gouvernement, du nouveau Premier ministre. Donc c'est vrai que tout ça peut aussi équilibrer les choses un peu différemment quand les sondages d'aujourd'hui sont sur le temps mélenchoniste, si je peux dire. Mais ce qui se passe en ce moment avec Mélenchon, ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec Zemmour. Tout d'un coup, tout le monde s'était enthousiasmé, on ne parlait plus que de ça, il n'y avait plus que Zemmour, plus personne n'existait, et puis là maintenant, on ne parle plus que de Mélenchon. Mais effectivement, heureusement qu'on va passer à autre chose, dans les deux cas. Peut-être qu'Emmanuel Macron attendait de nommer son Premier ministre pour voir aussi comment les autres partis politiques s'organisaient pour savoir s'il doit aller chercher un Premier ministre plutôt à gauche ou plutôt à droite aussi. Peut-être c'était... S'il va le chercher à gauche, il n'a vraiment rien compris, je crois. Je pense que malgré ses dires, il prendra un Premier ministre... Parce qu'on entendait parler souvent de Ségolène Royal, par exemple. Qui lui sera fidèle. Non, c'est pas possible. Bon, on reparlera de tout ça, on a le temps. D'ici les 12 et 19 juin, c'est ça? 12 et 19. 12 et 19 juin. Merci infiniment, Véronique Jérôme. Merci beaucoup, Raphaël Matal-Dividio, Jean-Charles Lajani et Nicolas Dandry. Et puis merci à Sébastien Rabach, notre candidat dans la première. Voilà. 8 LFI, quand même. Hein. C'est beaucoup. C'est logique avec ce qui s'est passé au niveau national. Absolument. Merci à tous. Bienvenue et à bientôt plutôt dans un prochain numéro de PAF.